Alors, donc cette vidéo, donc c'est sur le chapitre 2. On va commencer par le cas discret. Donc le chapitre 2 va être découpé en plusieurs vidéos avec différentes notions abordées. Alors donc on va prendre le cas discret. Donc on va considérer une série statistique x1, xn, donc d'une population donnée. Donc x1, xn, ce sont les valeurs prises donc par n individus de cette population. Donc je vous rappelle que x1, xn avec des parenthèses, c'est la statistique d'ordre, c'est-à-dire qu'on les range du plus petit au plus grand. Donc petit x1 entre parenthèses, c'est donc le minimum et xn, c'est donc le maximum. On peut regrouper, résumer tout ça dans un tableau. Donc ici, on va mettre donc les modalités. Dans ces cas-là, les modalités seront donc des valeurs qui seront toutes différentes. D'accord. Donc, où M1, si jamais donc c'est une variable numérique, M1 sera la plus petite valeur, M2 la plus grande, la deuxième plus petite, et ainsi de suite. Donc on a du strictement comme ceci, si jamais elles sont numériques. Et de toute façon, dans ce chapitre, on ne va s'intéresser qu'au cas discret qualitatif. Hein. Quand je dis discret, c'est qualitatif, quantitatif, excusez-moi, forcément. Quantitatif. Ok. Donc, on peut mettre ici les effectifs, c'est-à-dire combien de fois la modalité M1 est apparue dans cette série. Donc, je vais compter le nombre de fois où la valeur M1 est apparue. Donc, je l'ai N une fois et ainsi de suite. D'accord. Donc, bien entendu, la somme de tous les NJ doit être égale à petit n. Ensuite, on a les effectifs cumulés. Donc, combien admettent la modalité M1, j'en ai grand N1. Combien admettent la modalité M1 ou M2, donc j'ai N1 plus petit n2, c'est-à-dire grand N2, et ainsi de suite. Et à la fin, donc combien de x, ou combien de fois les modalités M1 jusqu'à MJ inclus apparaissent, forcément petit n. Donc les fréquences, très simplement, je vous rappelle, donc pour calculer la fréquence d'apparition de la modalité M1, ce sera petit n1 sur petit n. La modalité N2, donc ce sera la fréquence de la modalité N2, ce sera N2 sur petit n. Donc grosso modo, FJ, c'est juste égal donc à NJ sur N. On peut également donc parler de fréquence cumulée, donc je cumule, j'additionne, donc ici F1, ensuite F1 plus F2, je rajoute F3, etc. Je les rajoute et puis une fois que je les ai toutes rajoutées, forcément j'arrive à 1. D'accord. Donc bien entendu, la somme de toutes ces valeurs ici est égale à 1. Ok. Alors, lorsqu'on est comme ça, donc si on a envie de savoir quel est le mode, alors le mode, c'est la fréquence, c'est la modalité qui apparaît le plus souvent. Donc ici, le mode, d'accord, c'est le MJ, ou les MJ, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, hein, les MJ, les ou le plus fréquent. D'accord. Donc imaginons ici que là j'ai 0,1, 0,1, ils soient tous à... Voilà, et qu'il y en ait un qui soit plus grand. Imaginons que la dernière modalité, elle est à 0,85 et toutes les autres sont forcément plus petites. Donc là, ça serait celle-ci. Bon. On peut avoir plusieurs modes. Hein, on prendra vous verrez à travers les exemples. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire maintenant? Donc ça c'est le mode. Ensuite on peut parler de moyenne. On peut définir la moyenne. Donc la moyenne, on parlera de moyenne empirique. Alors la moyenne empirique, c'est simple. Si vous partez de x de la série, vous additionnez tous les x et puis vous divisez par le nombre de valeurs que vous avez additionnées. Donc si je pars de là-haut, c'est juste égal à 1 sur n, somme sur i égale 1 à n, xi. D'accord. J'additionne, imaginons que cette série ce soit des notes, pour avoir la moyenne, je ferai x1 plus x2 plus etc. jusqu'à xn, et je divise par n. Si maintenant je préfère utiliser le tableau, voilà, de façon plus simple, visualisez ça un petit peu comme ici, donc le caractère étudié, donc c'est grand X, c'est un peu comme si c'était la variable aléatoire. Donc ici, ce serait le support de la variable aléatoire, M1 jusqu'à grand MJ. Ici, donc les fréquences, ce serait un peu les probabilités, entre guillemets, associées.
Donc si j'avais envie de calculer l'espérance de x, ben, je ferais x fois sa proba, plus ça fois sa proba, et ainsi de suite. Bien entendu, parce que la somme des FJ fait 1. Donc une autre formule, ça serait donc la somme des MJ FJ, avec J allant de 1 à grand J. Donc ça, c'est pour la moyenne empirique. Vous avez toujours donc les mêmes versions, hein, entre proba et stat, qui seraient pareilles. Hein. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir également, oui, la variance empirique. Donc, on ne parle plus de variance tout court. À partir de là, je vous ai dit, donc il y a une sorte de correspondance entre les probabilités et les statistiques descriptives. Donc, si je veux définir une variance, je parlerai donc de variance empirique. Donc, la variance empirique, on va la noter S carré de X. Si vous voulez, c'est un peu, vous savez que la variance en proba, c'est la covariance de X avec lui-même. Donc ici, ça serait la covariance de X avec lui-même. Je ne mets pas de carré, donc pour simplifier, on mettra un X ici. Donc, en proba, c'est quoi la formule de la variance dans le cas discret? On sait que c'est la somme de x i moins x moins l'espérance, d'accord? Le tout au carré fois la probabilité que x égale xi. Okay, on peut avoir cette même chose-là. Hein. Donc ici, ce serait 1 sur n. Ils apparaissent chacun 1 sur n fois. Donc je pourrais dire 1 sur n, somme sur i, donc de xi moins x bar au carré. I allant de 1 à n. Vous avez une deuxième formule en proba qui vous dit que c'est le moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 au carré. Bon, bah c'est quoi le moment d'ordre 2? Ça serait 1 sur xi carré moins x bar au carré. On a vraiment le même type de formule. Ensuite, je peux utiliser la version plutôt tableau. Hein. Donc ici, j'aurai plutôt les FJ. Donc ici, on a bien x bar. Et ici, on a dit que ce qui ferait office de support, ce serait donc les MJ. Et je sommerais sur 1 sur grand J. Donc ce serait ça, la variance empirique, si je me basais là-dessus. Bah, de là, ça reviendrait au même. Hein. On pourrait sortir comme formule J égale 1 à grand J, dmj carré FJ moins x bar au carré. C'est vraiment une correspondance. Là où il y avait des probas, vous remplacez par MJ. Là où il y avait des X dans le support en variable aléatoire, on remplace par MJ. Bon, en tout cas, ces formules-là, vous les retrouverez bien écrites très proprement donc, dans le poly. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la variance empirique. Ensuite, donc, choisissez vos différentes définitions. Hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut calculer l'écart-type empirique. D'accord? Donc l'écart-type empirique, qu'est-ce que c'est? Bah, en probable, l'écart-type, c'est la racine carrée de la variance. Donc ici, bah, Sx, c'est la racine carrée de S carré x, tout simplement. Alors, il faut savoir que dans les différents logiciels, souvent, ce n'est pas la variance telle quelle que vous avez, en tout cas pas la variance réellement mathématique, mais vous avez ce qu'on appelle la variance corrigée de x, d'accord? C'est-à-dire que normalement, vous faites x moins x bar au carré et vous divisez par n, comme si on était sur une probabilité uniforme en partant de là. Et bien donc la variance corrigée, c'est de mettre un n-1. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc faites attention, c'est souvent celle-ci que vous avez par exemple sous R ou des choses comme ça, d'autres logiciels de calcul. Ensuite, on va parler d'une autre quantité qui est les quantiles de la fonction empirique. Alors, si je fais un dessin donc en proba, vous vous rappelez, si j'ai une variable aléatoire x et que je m'intéresse à sa fonction de répartition, si je suis sur une variable aléatoire discrète, je vais avoir un nombre de valeurs finies, d'accord, et à chacune, on va dire qu'avant la première valeur du support, j'ai rien, et puis après, ça croît. Alors là, j'ai fait combien de valeurs? J'ai x1, x2, x3, x4. Voilà, et puis à partir de la Cayenne, je suis censée arriver, donc bien entendu, à 1. D'accord? En montant les probas, donc là je serai à 1.
Ça, c'est une fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète dans le cas en probabilité. Donc on a dit que nous on avait à peu près la même chose, sauf que ici ce qui fait office du support ce sont nos MJ, donc j'aurai M1, M2, M3, M4. Donc j'ai exactement la même chose, sauf que ici c'est plus vraiment une somme de probabilité, mais c'est une somme de fréquences cumulées, donc on va l'appeler fonction de répartition empirique. Donc ça on l'avait déjà vu, ça c'est la fonction de répartition empirique, où ici donc c'est forcément les éléments du support, c'est-à-dire les valeurs différentes que peut prendre le caractère grand X étudié. Donc ça ne peut pas être les petits xi, hein, parce qu'il y en a qui sont redondants et qui sont égaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un quantile en probabilité? Eh bien, alors déjà, qu'est-ce qu'une proba? Qu'est-ce qu'une fonction de répartition? En proba, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à petit x. D'accord? Et en fait, c'est ça qu'on appelle un quantile. Un quantile. Cette proba, si vous voulez, je peux la remplacer donc par un nombre. Alors, ce nombre, c'est forcément une proba, donc c'est une somme de proba. Ce nombre alpha donc, est compris entre 0 et 1, on est bien d'accord. Et puis ici, x, je vais l'appeler Q alpha, pour dire que c'est le quantile d'ordre alpha. Donc en probabilité, c'est juste la valeur pour laquelle, si x est inférieur ou égal à cette valeur, la proba, c'est alpha. C'est ça le quantile d'ordre alpha. Donc par exemple, si alpha était égal à 0,5, 50%, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire quelle est la valeur pour laquelle x, la probabilité que x soit en dessous de cette valeur, soit égale à la probabilité que x soit au-dessus de cette valeur et que ce soit 50-50. D'accord? Donc dans le cas, nous si on veut passer, on va utiliser donc la version empirique de la fonction de répartition. Donc si on utilise la version empirique de la fonction de répartition, ici on parlera donc de quantile empirique également. Et donc dans ces cas-là, si ici je mets 0,5, en gros je voudrais savoir quelle est la valeur Q alpha, donc quelle est la valeur, quelle est la modalité, ou en tout cas quel est le nombre pour lequel la moitié de la population, donc 50% de la population se situe en dessous de cette valeur et 50% de la population se situe au-dessus de cette valeur. Donc grosso modo, graphiquement, ça nous fait chercher donc le 0,5. Alors le 0,5, il peut soit tomber en plein milieu, soit il peut tomber sur un plateau. Et la question, alors s'il tombe là, lequel des deux on prend? Est-ce qu'on prend celui d'en dessous ou celui de dessus? Donc en fait, on prend celui d'au-dessus, il faut le savoir. D'accord? Et puis, si je tombe sur un plateau, ici, quelle valeur je prends? Est-ce que je prends M2 par exemple dans mon cas, ou M3? En fait, je prends la moyenne des deux. Donc ça, on va l'écrire mathématiquement. Donc ça, c'est ce qui est le quantile. Alors, je vais vous expliquer donc, maintenant qu'on a bien compris ce que c'est que alpha. Donc, le quantile empirique Q alpha, donc d'ordre alpha. Okay. Comment on le calcule? Ce qu'on fait en pratique, c'est on calcule n alpha, donc c'est-à-dire le n qui est là, multiplié par le alpha demandé. Si jamais ça, c'est un entier, c'est-à-dire un nombre qui n'a pas de virgule, donc un entier ne peut pas être égal à 0, donc dans ces cas-là, Q alpha, le quantile Q alpha, va être égal, alors voilà comment ça fonctionne, on prend la n alpha-ième statistique d'ordre, plus la x n alpha-ième plus 1 statistique d'ordre, et on divise par 2. En gros, vous vous rappelez, quand je vous ai fait le dessin, c'est cette valeur, et je divise par 2. Là, c'est lorsque j'arrive sur le plateau. Si jamais n alpha n'appartient pas à n étoile, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va dire que Q alpha sera égal, dans ce cas-là, à x n alpha. Alors, c'est quoi ça? C'est-à-dire, je prends la statistique d'ordre du crochet n alpha, et le crochet n alpha, c'est juste le premier entier supérieur. Imaginons que n alpha fasse 7,5, donc je chercherai, donc cette valeur-là, qui est là, vaudra 8, donc je chercherai la 8e statistique d'ordre.
Alors, comment on les trouve, ces statistiques d'ordre? En fait, on les trouve grâce à ces choses-là. D'accord? Imaginons que N1 soit égal à 2. Prenons juste un exemple. Ça, c'est 5. M3, c'est 20. Que ici, donc, on soit à N4. Que N4, c'est 25. Et puis que ma dernière valeur, ce soit N5. D'accord? Donc N5. Imaginons qu'on soit parti sur 30 individus. Alors, si par exemple, je cherchais le quantile d'ordre 0,5. Alors, 30 divisé, donc 30 multiplié, parce que ça, on est bien d'accord que c'est petit n, hein, si c'est ma dernière modalité. Donc, je considère que n égale 30 dans cet exemple. Donc, si n égale 30 et que je cherche le quantile d'ordre 0,5, donc je fais 30 fois 0,5, c'est-à-dire c'est égal à 15, donc je suis bien ici. Donc je vais dire que ça va être x15 plus x16 sur 2. Alors où est-ce que je les trouve? Ici, il est écrit que je trouve les deux premières plus petites valeurs. Ensuite, ici, je vais jusqu'aux 5 premières plus petites valeurs. Je vais jusqu'aux 5 premières plus petites valeurs et ainsi de suite. Donc en gros, les 15 premières plus petites valeurs, elles sont forcément là. Alors ici, j'ai les 5 premières. Donc forcément, ici, j'ai la 6e, 7e, 8e jusqu'à la 20e. Ensuite, ici, j'ai la 21e, 22e, 23e, 24e et 25e plus petite valeur, et ainsi de suite. Donc les 15 premières, donc la 15e, donc ici j'ai les deux premières, jusque-là j'ai les 5. Donc ici j'ai la 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, donc j'ai bien la 15e et j'ai bien la 16e. Donc ici, j'écrirais que c'est égal à M3 plus M3 divisé par 2. Donc en gros, ici, c'est M3. Je n'ai pas mis de valeur pour M3, mais faisons la chose comme ça. Si maintenant, je m'intéressais non pas au quantile d'ordre 0,5, donc 50%, mais 0,25. Donc dans ces cas-là, j'aurais 7,5. Donc 7,5. Donc ici, je ne serais plus dans ce cas-là, mais je serais dans ce cas-là. Donc j'aurais x 7,5, je vous ai dit que c'était x8. Alors où est x8? Bon, bah super, il est là également dans mon exemple. C'est pas génial. Si je prenais 0,75, changeons juste de valeur pour voir ce que ça donne. Donc ça ferait 15 plus 7,5, ça ferait 22,5. Donc ça ferait 22,5, donc je suis dans ce cas-là, donc j'aurais 23. Et là, on voit bien que je suis passée ici, parce que là, j'ai jusqu'à la 20e, 21, 22. Donc ici, j'aurai X. Donc ici, j'aurai M4. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est pour les quantiles. Donc on peut faire ça avec tout un tas, 0,1, 0,2, 0,3. Vous pouvez prendre toutes les valeurs de alpha possibles. Alors, je vous l'ai fait avec 3 valeurs spécifiques, parce que les 3 valeurs que je viens de vous donner sont des valeurs importantes. En gros, si alpha égale à 0,5, donc c'est-à-dire Q alpha, donc Q0,5, on l'appelle également Q2, c'est ce qu'on appelle également la médiane. Donc la médiane, c'est la valeur qui sépare l'échantillon en deux, c'est-à-dire tel que 50% de l'échantillon est une valeur xi plus petite que la médiane et 50% de l'échantillon est une valeur plus grande que la médiane. D'accord? En gros, si je faisais un axe ici et que je mettais la médiane ici, que là je mettais les x, et ben j'aurais 50% des xi qui seraient ici et 50% des xi qui seraient ici. D'accord? Et pourquoi je dis Q2? Alors on verra ensuite, mais si ensuite je prends alpha égale à 0,25, on dit Q1 et c'est ce qu'on appelle le premier quartile. Alors pourquoi le premier? Parce que 0,25 c'est un quart. Donc ici, c'est ce qu'on appelle également le deuxième quartile, parce qu'on a deux quarts. Un demi, c'est deux quarts. D'accord? Alors celui-ci, le deuxième quartile, donc je vais le mettre en rouge, Q1, donc imaginons que Q1 soit là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 25% des xi sont avant cette valeur et que donc forcément 75% des xi sont de ce côté-là. Si j'avais pris 0,75
On va peut-être prendre encore une autre couleur. Si j'avais pris alpha égale à 0,75, c'est ce qu'on appelle Q3. Et c'est le troisième quartile. Alors, désolé, mon tableau commence à devenir un petit peu dégoûtant là. Alors, le troisième quartile, disons qu'il serait là. Donc, dans ces cas-là, j'ai 75% des XI, donc de la population qui admettent une valeur plus petite que Q3, et j'aurai donc 25% des XI, donc des valeurs de XI qui seront au-dessus de Q3. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le premier, deuxième et troisième quartile. Ok? Puisque le quartile 0, c'est 0%, 0% de la population, et puis l'autre c'est 1, donc il n'y a pas de grand intérêt. Alors, là, ce que nous venons de voir, ce sont, on a vu plusieurs indicateurs. Alors, je vais juste, parce qu'en général, vous rappelez jamais, indicateurs. On a des indicateurs de position et on a des indicateurs de dispersion. Alors, on vient de voir plusieurs indicateurs. On vient de voir l'indicateur de position qui est la moyenne. D'accord? Et il y en a d'autres, des moyennes, que je n'ai pas détaillées dans la vidéo, mais que vous pouvez voir dans le poli. Vous avez également les quartiles. D'accord? Vous avez donc Q1, premier quartile, la médiane, deuxième quartile, et Q3, le troisième quartile, ou même n'importe quel quantile d'ordre alpha, quantile empirique. Ça vous indique la position. D'accord? C'est vraiment un indice de position. Ensuite, vous avez des indices de dispersion. Alors, on a vu la variance empirique, d'accord, donc S carré X. On a vu l'écart-type empirique, c'est-à-dire SX. Je n'ai pas vu celui en valeur absolue, mais il n'est pas très très intéressant. Un qu'on n'a pas vu, c'est l'intervalle interquartile. En gros, c'est juste Q3 moins Q1. Donc, je vous rappelle le dessin. Q1, ME, Q3, donc la médiane, et Q1. Vous vous rappelez que ici j'ai 25% de la population ici, 25% de la population ici. Donc en gros, entre les deux, j'ai 50% de la population qui sera compris dans cet intervalle interquartile. Ensuite, il m'en reste encore un, c'est l'étendue de ma série, c'est-à-dire la valeur la plus grande moins la valeur la plus petite. Donc c'est-à-dire xn moins x1. Parce que je vous rappelle que xn est la plus grande valeur et que xn est la plus petite valeur. Donc, ce qui clôture le cas discret pour tout ça. Et on va voir dans la vidéo suivante comment traiter le cas continu.